Europe Matin, Patrick Cohen. Voici le journal présenté par Jean-Philippe Balaz. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. À la une, des tribunaux au bord de la crise de nerfs, des délais interminables sur des dossiers de divorce, notamment à Nantes. Les avocats menacent d'attaquer l'État. Les autres titres. Le deuxième étage de la fusée Macron, c'est la réforme de l'assurance chômage et de la formation. Les consultations commencent ce matin. À chaque jour, ces nouveaux témoignages, c'est le scandale Harvey Weinstein, accusé de viol et d'agression sexuelle. Vous entendrez Pierre Lescure, qui avait rencontré le producteur américain. Le problème, ce n'est pas la croissance, c'est la dette, nous dira Nicolas Barré. Le FMI est très inquiet. Et puis le bio, c'est bon, mais ça coûte cher, notamment pour les agriculteurs. Ce sera l'enquête du 8h. 8h15, notre invité sera Manuel Valls, l'ancien Premier ministre né à Barcelone et en conflit avec Jean-Luc Mélenchon. À tout à l'heure. On parle souvent des lenteurs de la justice. Et bien voici du concret. Plus d'1 an pour obtenir un simple rendez-vous avec un juge aux affaires familiales. C'est le quotidien de nombreux tribunaux saturés aujourd'hui. Sauf que désormais, des justiciables se rebiffent. En Seine-Saint-Denis, par exemple, l'État vient d'être condamné pour déni de justice, manquement à ses devoirs carrément. Et la décision pourrait bien faire boule de neige. Nous allons à Nantes avec des avocats en colère et une situation catastrophique. François Coulon. Seulement 6 juges aux affaires familiales à Nantes au lieu de 8. Résultat, depuis des années, un amoncellement de dossiers en souffrance. Laurence Coquelet, avocate. 5000 dossiers en stock, 5000 dossiers en attente d'une date. Nous pouvons espérer avoir une audience entre 9 mois et 17 mois. C'est catastrophique. Il y a des gens qui sont dans des situations financières extrêmement compliquées. Que vous disent les juges? Ils sont épuisés, désespérés. Au quotidien, cette lenteur pathologique du tribunal nantais peut avoir des conséquences dramatiques. Séverine, mère de 3 enfants, séparée d'un mari violent. Ça fait 1 an que j'attends une date auprès du juge des affaires familiales. C'est un contexte de violence conjugale. Je veux me protéger et protéger mes enfants. C'est très dur au quotidien puisque si demain il vient et qu'il veut enlever mes enfants, je ne peux rien faire contre ça. Sans décision de justice, on ne peut rien faire pour vous. C'est très compliqué à vivre. Quand on n'arrive pas à voir son enfant pendant 17 mois ou qu'on doit payer 17 mois de pension alimentaire d'un coup, les préjudices sont incalculables, se révolte le bâtonnier de Nantes. Nantes, François Coulon, Europe 1. On l'a appris il y a quelques minutes, des militants de Greenpeace ont été interpellés à l'intérieur de la centrale nucléaire de Cattenom, dans l'Est, ce matin. Ils ont déclenché un feu d'artifice près de la piscine de refroidissement du combustible pour dénoncer la fragilité de ce type de bâtiment. Ils en ont parlé tout récemment dans une enquête que l'organisation a menée pendant plusieurs mois sur les risques d'attaques terroristes. C'est un nouveau chantier qui commence ce matin, l'autre grande loi de transformation économique et sociale. L'acte 2, voulu par Emmanuel Macron, il concerne cette fois l'assurance chômage, la formation professionnelle et l'apprentissage. Le processus est le même que pour la réforme du Code du travail. D'abord, la concertation. Le président va ainsi recevoir séparément les principaux leaders syndicaux. Cela commence dans 1 heure maintenant avec Jean-Claude Mailly pour Force ouvrière, puis Philippe Martinez pour la CGT. Le troisième, ce sera lui, François Omeril pour la CFE-CGC. J'y vais avec certaines réserves, parce que le gouvernement nous annonce que la méthode qu'il souhaite employer serait la même que la concertation sur le Code du travail. Et compte tenu du résultat et du diagnostic très négatif que nous avons sur les ordonnances, évidemment, j'ai beaucoup de réserves sur la méthode qu'il souhaite employer. Vous pensez que sur ces nouveaux chantiers, l'exécutif va avoir plus de mal à travailler avec les partenaires sociaux ? Oui, ça va être difficile parce que nous avions nous-mêmes donné beaucoup de confiance dans la démarche et la confiance a été un peu trahie à travers l'absence totale de présence de nos propositions dans la loi au final. Un propos recueilli par Olivier Samin. Et parmi les sujets sensibles, il y a donc l'assurance chômage et une révolution, disons-le, pour les indépendants qui devraient en bénéficier. Résultat, ils se disent aujourd'hui plus sereins, même si tout n'est pas encore très clair. Carole Ferry a pu le constater dans ce cabinet d'architectes parisiens. Reportage. Plongé dans les plans d'une future crèche pour l'un, d'un HLM pour l'autre, Jonathan et Miguel ont un carnet plein pour les 6 mois à venir. Leur activité d'architecte est en pleine croissance, mais ils savent que rien n'est jamais gagné. Alors Jonathan sait qu'avoir droit au chômage, ça va lui permettre de mieux dormir la nuit et d'avoir moins peur de prendre des risques. Si l'affaire s'arrête, on perd tout. Et donc c'est ça aussi qui nous freine vraiment pour développer notre activité. C'est plutôt une bonne année, donc j'ai investi un peu sur du personnel, mais à moindre mesure. Si j'avais aucune crainte pour l'avenir, j'aurais certainement misé beaucoup plus, notamment s'il pouvait y avoir ce genre de coussin. Tous deux sont prêts à payer plus de CSG pour avoir droit au chômage, mais Miguel aimerait tout de même comprendre comment sera calculé le montant
de ces indemnités. Sur des salariés, on est capable de calculer à partir de son salaire net ou brut. Mais nous, en général, si on arrête une activité, c'est qu'on est en banqueroute totale, donc on est à 0, voire moins. Le calcul se fait sur rien du tout, donc ça va être compliqué. Mais quelles que soient les modalités de la future réforme, Miguel sait que la liberté de son statut d'indépendant sera de toute façon toujours sa priorité. Carole Ferry, où l'on reparle des allocations familiales. Édouard Philippe veut un vrai bon débat sur le sujet. Le Premier ministre l'a dit hier en répondant à des internautes sur Facebook. C'est la question délicate de l'universalité. Dans la majorité, certains évoquent une suppression pure et simple des allocations familiales pour les plus hauts revenus. Le gouvernement, lui, reste très prudent, mais veut donc entamer une réflexion. Europe 1, il est 8h05. Il m'a regardé comme si j'étais un morceau de viande, il m'a sauté dessus et j'ai dû me défendre. Nouveau témoignage à charge contre Harvey Weinstein. Il émane cette fois de Léa Seydoux, l'actrice française qui publie une tribune dans le Guardian, le journal britannique. Je rencontre des hommes comme lui tout le temps, dit-elle, alors que les accusations se multiplient contre le producteur américain. Viol, agression sexuelle, intimidation. L'Académie des Oscars se réunit aujourd'hui. De leur côté, les dirigeants du Festival de Cannes fustigent un comportement impardonnable. Son président, Pierre Lescure, a d'ailleurs évoqué l'une de ses rencontres avec Harvey Weinstein. C'était hier soir dans C'est à vous sur France 5. C'était un homme non seulement puissant, mais qui usait de sa puissance presque physique et psychologique. Quand j'étais à Canal, les premières négos que j'ai fait sur des achats de films, il m'impressionnait physiquement. Je ne dis pas ça à charge. Je dis simplement que c'est un personnage qui était très puissant et qui respirait une espèce de poids agressif psychologiquement qui était frappant. Pierre Lescure hier soir sur France 5. Et puis aujourd'hui, 12 octobre, c'est jour de fête nationale en Espagne. Évidemment, une résonance particulière cette année en pleine crise catalane, avec un homme qui focalise l'attention plus que jamais, Carles Puigdemont. Madrid lui a fixé un ultimatum hier. La semaine prochaine, le président devra avoir clarifié sa position et même renoncer à ses rêves d'indépendance. On en parlera tout à l'heure avec notre invité Manuel Valls. Ce sera le premier sujet à suivre. Dans un instant, le vrai danger, c'est la dette. Le FMI tire la signal d'alarme. Et puis la filière bio, c'est bien à condition d'avoir les moyens. Ce sera l'enquête du 8h. Europe 1, 8h07. 8h08, Patrick Cohen. La suite du journal Jean-Philippe Ballas avec l'actualité économique et l'inquiétude de Christine Lagarde. Et quand la patronne du FMI parle, bien forcément, on l'écoute. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos. Le monde va-t-il connaître une nouvelle crise financière majeure? On peut se poser la question sérieusement ce matin avec cette alerte lancée par le Fonds monétaire international. Oui, car à lire le scénario qu'il vient de publier, l'économie mondiale ressemble au Titanic à un double titre. Comme le Titanic avant qu'il coule, l'économie mondiale accélère. Le FMI vient de revoir à la hausse ses prévisions de croissance de ce côté-là. Tout va bien, le paquebot file à un bon rythme. Mais les soutes sont de plus en plus lestées de dettes. Je cite l'auteur du rapport du FMI. Alors que l'eau semble calme, les problèmes s'accumulent sous la surface et ils risquent de torpiller la reprise mondiale, donc de déboucher sur une crise financière générale comme en 2008. Et vous nous dites, Nicolas Barré, alors ça c'est plutôt étonnant, il y a trop d'argent dans le système financier. Oui, c'est une séquelle de la crise de 2008 quand les banques centrales avaient sauvé le monde en injectant des fonds. Or, ça a fini par créer des risques de bulles financières. Ensuite, il y a trop de dettes dans le monde. Les pays du G20 traînent un boulet de dettes qui représente plus de 2 années de PIB. Si les taux d'intérêt remontent et risquent de le faire, ils seront étranglés. Et ajoutez à cela une ambiance de fuite en avant financière en Chine. Vous avez un cocktail détonnant justifiant l'alerte du FMI, lequel prévient si rien ne change, nous allons revivre la crise de 2008. On est prévenu. L'éclairage de Nicolas Barré, directeur du journal Les Échos. Également dans l'actualité, le message d'amour d'Emmanuel Macron aux agriculteurs. Le président l'a dit hier à Rungis, il veut les aider, notamment dans la filière bio. Ça, c'est le discours. Dans les faits, c'est moins évident et c'est l'enquête du 8h. Bonjour Anne-Laure Jumet. Bonjour. Vous avez enquêté sur cette filière vertueuse du bio, sauf que, première surprise, vous nous dites que les aides promises par l'État aux agriculteurs, ces aides ne sont pas versées. Oui, et le problème est ancien. 2015, oui, vous avez bien entendu, des aides de 2015 n'ont toujours pas été versées. Pas plus d'ailleurs que celles de 2016 et de cette année. Ça concerne 20% des aides liées au bio, selon les calculs de la Confédération paysanne. La faute à un bug informatique avec des logiciels incapables de gérer des situations complexes. Et puis, les conversions au bio ont été supérieures aux prévisions. Du coup, ça coûte plus cher que prévu à l'État. Alors, parmi les agriculteurs impactés par ces retards, Julien Bon, producteur de soja et de luzerne bio dans l'Yonne. Depuis qu'il a converti son exploitation il y a 2 ans, il attend toujours 300 000 € d'aide, une situation intenable. On est dans l'attente de très grosses sommes.
Ils nous mènent en bateau, ils nous font des attestations disant on va vous régler dans les 2 mois. Ça doit être la 5e qu'on reçoit qui est repoussée à chaque fois. Donc les banques du coup ne suivent plus. On est dans un labyrinthe. Voilà, le moral n'est plus là et on ne sait plus quoi faire. Alors, le gouvernement s'est engagé à régulariser la situation de tous ces agriculteurs d'ici mars prochain. Dans un mois, les aides de 2015 doivent être versées. Et pour tenir ce calendrier très serré, on va recruter du monde, l'équivalent de 300 postes l'an prochain. Anne-Laure, il y a aussi un paradoxe parce que l'État dit qu'il veut aider, mais dans le même temps, on apprend que certaines aides sont supprimées carrément dans la filière bio, on peut dire ça comme ça ? Alors en fait, le gouvernement dit avoir fait un choix, concentrer l'effort sur ceux qui passent au bio, mais de l'autre côté, effectivement, il ferme le robinet des aides accordées à ceux qui pratiquent le bio depuis plus de 5 ans. Ce sont maintenant les régions qui vont devoir dire si elles piochent dans leur budget pour maintenir ces aides, ce qui rend bien sûr ce financement très aléatoire. Et cette décision, on a l'impression qu'elle arrive au plus mauvais moment, puisque la demande en produits bio, cette demande, elle s'envole aujourd'hui. Et oui, le marché a progressé de 20%, et c'est justement maintenant qu'il faut accompagner la filière, selon Claude Gruffat, président des magasins Biocoop. C'est dommage parce que l'offre en France n'est pas suffisamment structurée aujourd'hui en bio. Il y a besoin d'accompagner cette structuration au moins sur les 5-8 ans qui viennent pour qu'à un moment donné, la France, qui est aujourd'hui le premier pays agricole d'Europe, mais le 3e en bio, devienne aussi le premier en bio. Autrement dit, il ne faut pas casser la dynamique. Un chiffre, la part des exploitations bio par rapport au nombre total d'exploitations a été multipliée par 16 en 20 ans. Et le risque de cette politique, eh bien, c'est de décourager des vocations. L'enquête du 8h signée ce matin, Anne-Laure Jumet. Et puis l'alimentation, il en sera aussi question dans Circuit court, l'émission de Anne Le Gall et Maxime Switek à 13h15 sur Europe 1. Avec cette question, comment réduire le gaspillage alimentaire dans la grande distribution? Et puis, vous allez peut-être reconnaître cette voix. Racism's the only thing he's fantastic for. Vous l'avez reconnu, Patrick? Non. C'est Eminem, oui, le rappeur américain qui revient avec un rap surprise et a cappella. Et c'est une charge féroce contre Donald Trump. Je le cite, le racisme, c'est la seule chose qu'il fait fabuleusement. Un kamikaze qui va probablement déclencher un holocauste nucléaire. Ça réveille. Oui. Merci, c'était le journal de Jean-Philippe Ballas.